Bonsoir à tous et bienvenue dans Secret de Femme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Queen V et je serai avec vous durant ces prochaines 45 minutes pour vous faire découvrir deux grandes femmes. Elles sont inspirantes, elles ont des parcours atypiques, des parcours riches et des parcours engagés comme on les aime. Elles sont déjà sur le plateau, elles ont hâte de vous faire découvrir ce qui fait d'elles des femmes, des queens, des femmes potomitantes, des féministes, des femmes engagées. Elles ont hâte de vous dévoiler leurs petits secrets d'épanouissement et de réussite. Restez avec nous sans plus tarder, vous allez découvrir nos deux queens invitées du jour. Rebonsoir, c'est l'occasion également de vous rappeler que cette émission est en direct à tout moment. Donc, vous pouvez nous appeler, interagir avec les queens du jour, leur poser des questions et pourquoi pas même leur faire un coucou. J'ai à cœur de dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission aujourd'hui parce que j'ai vraiment découvert des femmes juste extraordinaires, leur parcours riche. Et sans tout vous dévoiler, je peux déjà vous dire qu'elles ont pas mal de points en commun. Elles ne le savent même pas. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de vous faire découvrir ces parcours. Sans plus tarder, nous commençons par quelle queen? Déjà, alors... Pour celles qui ne connaissent pas encore l'émission, je pose toujours une question pour débuter. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes aujourd'hui à nous dévoiler vos petits secrets d'épanouissement, vos grands secrets de réussite? Je sais que vous êtes deux queens qui avaient à cœur de partager et de transmettre. Ça, c'est déjà un premier point commun. Alors, mesdames. Oui, ça sera un plaisir en tout cas pour moi de partager mes secrets, ce qui m'aide à être bien. Corinne? Absolument, évidemment. J'adore le faire, j'adore offrir aux autres le peu que j'ai. Donc oui, avec grand plaisir. Alors, le peu que j'ai, Corinne. Oui. Alors, j'ai la queen numéro 1 que je vais sans plus tarder vous présenter. C'est Corinne Dossa. Elle est béninoise d'origine, Oui. française de nationalité et guadeloupéenne de mariage et Exactement. de cœur. C'est une Exactement. femme engagée, spontanée. Oui, énormément, un peu trop d'après ma fille, mais bon, ça peut plus changer là. On ne peut plus changer, qui a la joie de vivre, Ah oui, cette vraiment. envie, comme je disais, de transmettre, de partager. Tu crois en l'humain, tu crois aux femmes, ça se sent dans Oui. ton parcours aussi. Complètement. Je crois en l'humain, je crois aux femmes. Je dis souvent que quand je rencontre quelqu'un, pour certaines personnes, quand on rencontre quelqu'un, il faut faire attention, il faut se méfier, il faut marcher sur des œufs, on ne sait pas où on va. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je lui donne 100 sur 100. Moi aussi. Je lui donne 100 sur 100, Tout à fait. je lui offre toute ma confiance, je lui offre tout mon cœur. Et si après il me déçoit, bah écoute, ça arrive dans la vie, mais c'est jamais bien grave en fait. Tout Donc à oui, fait. je crois en l'humain. On Totalement. commence déjà très 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 fort. Tu as une vie professionnelle, on pourrait dire non linéaire, Totalement. anticonventionnelle, comme Oui. j'aime à le dire. Oui. Tu as été salariée, tu as été entrepreneur. Oui. Et aujourd'hui, tu es écrivaine déjà avec pas Voilà. mal, 5 bouquins. Oui. Allez, un qui n'a pas été publié, mais Un qui n'a pas été on publié. peut dire 5. En tout cas, merci d'être avec nous, Corinne. Merci, c'est avec plaisir que je suis là, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Et puis dans un instant, tu vas tout nous raconter sur toi pour notre plus grand plaisir. Notre queen numéro 2, c'est Rebecca Le Guillou, femme engagée aussi, femme très souriante, avec une très 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 belle philosophie de vie, humanitaire aussi. Aussi. Ouais, je le disais, encore des points en commun, qui aime la Guadeloupe, très attachée à sa culture guadeloupéenne. Tu es maman et tu es entrepreneur. Maman, entrepreneur, attachée à la Guadeloupe, attachée à la réussite des femmes, Oui, parce que je pense que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et que l'avenir du monde, c'est nous. c'est Il nous. faut juste qu'on en prenne conscience. Tout à fait. Tu dis souvent d'ailleurs que le changement passe par les femmes. Par les femmes. Le Carrément. changement passe les femmes, le changement passe par nous. Oui, C'est si nous on change, chacun si on change à notre niveau, mais on peut faire de belles choses. super. En tout cas, tu es avec nous pour mon plus grand plaisir Merci également. beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Super. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette émission? Ah là là, on se sent tellement bien que tu auras du mal à nous faire partir tout à l'heure. On a déjà commencé à parler, à discuter vraiment. Oui. Donc je pense que les 45 minutes, ça va être très court. Ça va Ça va passer être très vite. court. Mais Je commençons le sens déjà, justement. Je disais que vous avez quand même toutes les deux des points en commun. Si je vous dis l'Afrique de l'Ouest, qui est-ce qui commence à parler Wow. de l'Afrique de l'Ouest? On va faire 45 minutes sur la côte ouest.
On a beaucoup de choses à dire, donc mesdames, hein, voilà. Mais l'Afrique de l'Ouest, on commence par Corinne, oui, on a dit. moi je suis... Voilà. Je viens quand même de là, je suis béninoise d'origine, j'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 16 ans. Et même quand j'ai quitté le Bénin, en fait, tous les ans, quand on partait en vacances, parce que mon père avait très très peur qu'on oublie nos origines et qu'on devienne des petits Français totalement... chaque année, on partait en vacances, voilà, du 1er juillet au 31 août, on était en vacances. Voyage d'enracinement. Voilà, d'enracinement. Et mon père disait beaucoup, les voyages forment la jeunesse. C'est ainsi qu'en fait, j'ai beaucoup voyagé dans l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Burkina, au Nigeria. Voilà, l'Afrique de l'Ouest. Très jeune, très présente, très rapidement. Oui. D'accord, oui, ok, oui. Super. Donc le Bénin, c'est chez toi. Le Bénin, c'est ma terre, et le dernier voyage que j'ai fait dernièrement, là, il fut très, très, très intense. J'ai senti un appel très, très, très fort. Un appel très fort, très lointain également, qui est remonté. Oui, exactement. À ma grande surprise d'ailleurs, hein, parce que la Guadeloupe, c'est vraiment mon amour, ma terre. Mais là, ce voyage, je pense qu'il va changer la donne. Il va changer la donne, justement. Tu vas nous en dire plus. On parle de Bénin, de projet de cœur également. Et toi ? Alors, moi, et toi, il y a quelques Rebecca? années, j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'était une vraie chance, de vivre pendant 5 ans sur le continent africain. Je dis continent exprès, parce que ça m'énerve quand les gens parlent d'Afrique en pays. Merci. Je disais ça tout à l'heure, justement. C'est un continent avant tout. Et j'ai pas visité les pays anglophones, mais j'ai eu la chance sur les 14 pays francophones, je crois que j'ai visité 12 sur 14. Il y a peut-être 2-3 pays que j'ai pas visités. Et j'ai vraiment vécu pendant ces 5 années-là en Côte d'Ivoire. Je parle de Côte d'Ivoire, Sénégal, au Gabon et au Bénin. J'ai passé beaucoup de temps. Mais le Bénin m'a fait pleurer. Si monsieur, je raconte. Ça m'étonne pas. Quand elle dit l'appel à la terre, moi j'ai eu ça. J'ai fait. Tu as ressenti ça au Bénin? Au Bénin, j'ai vraiment eu le sentiment d'être chez moi. Sur tous les pays que j'ai visités, j'étais contente, j'étais heureuse, j'ai découvert. En fait, de voyager, ça ouvre l'esprit. Mais de voyager en Afrique, sa vie prend une autre dimension. Dimension dans le sens où, moi, ce que j'ai aimé là-bas, j'appelle ça, c'est le génie africain, le génie des gens. Parce que dans tous les pays, mais la débrouillardise à puissance 2000, c'est là-bas. Et tu prends des leçons de vie. Tu prends vraiment des leçons de vie en te disant, mais quand tu es là, tu as tout, tu as juste à rester chez toi, on te demande de remplir des papiers pour avoir de l'argent et tu te plains. À un moment donné, les gens, ils n'ont rien. Ils doivent se battre tous les jours pour faire le seul repas qu'ils vont faire. Ils ont le sourire. Et leur génie, c'est il pleut, tu es dans ta voiture, tu n'as pas de parapluie, tu as 10 vendeurs de parapluies qui sont déjà là. Oui. Tranquillement dans la rue, et dans tous les pays. Hein. Mais ils ont un génie, mais je me dis, ben ouais, c'est ça en fait. C'est la débrouillardise, mais élevée à son haut niveau. Tu es d'accord avec ça, Corinne? Mais complètement. Et moi, je suis béninoise, j'y vais souvent, mais à chaque fois, je suis juste épatée par la créativité des Africains en général. Mais ils ont une créativité absolument incroyable. Là, je reviens d'un voyage où une association dont je fais partie, ici en Guadeloupe, l'association Non-Vie, a accompagné 25 Guadeloupes, justement, qui voulaient faire du tourisme mémoriel, un retour aux sources. Ils ont pleuré. Et à les émousser, mais vraiment ça a beaucoup pleuré. Et au début, quand ils prenaient des photos partout, je leur disais arrêtez parce que vous n'en pourrez plus. Tout ce qui vous semble extraordinaire, étrange, mais ça va être du non-stop, quoi. Ils ont une créativité et toujours et dans la joie en plus. Dans la joie, c'est ça qui est incroyable quand on voit les bus, les voitures, les motos, les vélos. On se dit, mais ici, ils auraient été à la retraite 100 fois, quoi. Et là-bas, c'est toujours un outil de travail. Et les gens ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas parce qu'ils sont habitués à se débrouiller. Voilà. Donc, ça stimule la créativité, en réalité. Les rois de la transformation. C'est incroyable. Je me rappelle au Sénégal, c'était un garagiste. Il est parti d'une Peugeot, il l'a transformée en ne sais pas quelle voiture, mais il avait toutes les caractéristiques des autres voitures. Et la voiture roulait bien, s'il te plaît. 0 balles. Alors, Corinne, on parlait justement de créativité. Oui. On peut dire que ton parcours professionnel a été quand même très créatif. On peut dire ça. Oui. C'était justement. C'était pas parti pour. Hein. J'ai commencé par la banque. Il n'y a pas moins créatif que la banque. J'ai commencé par ça parce que mon père l'avait exigé. Hein. Tout à fait. Il voulait absolument que tu aies des études, que tu sois universitaire. Voilà. Il voulait que je sois ça. C'est pour dire que dans ma famille, avec mon bac plus 4, je suis celle qui a fait le moins d'études, quoi. C'est pour dire que
pour mon père, c'était très, très important. Donc, OK, moi, j'ai suivi. De toute façon, je n'avais pas le choix d'ailleurs. Hein, c'était, tu fais ça et puis on n'en parle plus, c'est réglé. Et ensuite, voilà, une fois arrivé en Guadeloupe, j'ai décidé de laisser, de laisser libre cours à mes passions. Et j'ai quitté loin de la famille, ça t'a... Tu t'es senti un peu libérée, on peut dire ça. Complètement, parce que mon père était au Bénin, donc de Paris, j'étais à 6000 km, de Guadeloupe, j'étais à 14 000. C'était un peu plus libérateur. Donc là, tu as pu déployer tes ailes. J'ai pu commencer à déployer mes ailes et tout de suite, j'ai ouvert très rapidement un restaurant parce que c'était vraiment ma passion d'enfance, la restauration. Mais pour mon père, restaurant, c'était, attends, tu veux être vendeuse de riz? Donc ça a commencé par la restauration que j'ai adoré. C'était épuisant. Tu restais combien de temps dans la restauration? 13-14 ans. Hein. 13-14 ans, c'était 19 heures de travail au quotidien. Mes enfants étaient nostalgiques de l'époque de la banque où pour eux c'était plutôt cool. Mais moi j'ai vraiment adoré me lever chaque matin. C'est un autre monde, le plaisir, le bonheur de la journée qui va arriver. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose avec passion, avec plaisir, les heures sont différentes, les heures sont vécues avec une autre saveur. Et on sait pourquoi on se lève. On sait pourquoi on se lève. La motivation, elle est là. Elle est là. Donc j'ai commencé par la restauration et puis j'ai suivi d'autres parcours après la restauration. Cette vieille passion de l'écriture est... Une vieille passion qui est restée endormie pendant plus de 20 ans, c'est ça? Oui, pendant 25 ans. 25 ans. Pendant 25 ans. Comment tu l'expliques ça? Disons que pendant ces 25 ans, je n'avais pas vraiment, je n'étais pas entièrement moi-même. Tu n'étais pas alignée? Je ne me donnais pas l'autorisation d'être vraiment moi-même. Et je crois que l'écriture est une chose tellement précieuse pour moi, tellement intrinsèque en moi, que je me suis dit, si je la libère, on risque de me l'abîmer. Donc garde ce trésor. Garde-le, protège-le en fait. Protège-le parce que si on t'abîme cette partie de toi, ça peut être dramatique. Donc je crois que j'ai protégé l'écriture en moi et dès que je me suis sentie libre d'être moi-même, je n'ai pas pris de décision d'écrire. Je me suis levée un matin, c'est parti, je n'ai plus jamais arrêté. Tu n'as plus jamais arrêté aujourd'hui. Tu as 5 livres, tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Rebecca? C'est incroyable ce qu'elle dit parce que en vivant autre chose, le côté à un moment donné, c'est tellement fort qu'on peut pas faire autrement. J'ai vécu ça. Qu'est-ce que je t'avais dit au début de l'émission? Mais c'est vrai, tu m'as dit. Toi aussi, tu vis par passion. Tu vas où ton cœur te mène, on peut dire ça comme ça. L'entrepreneuriat, c'est un peu ça aussi. Voilà, aujourd'hui, je m'autorise vraiment à ça. J'estime qu'à un certain âge, n'est-ce pas, quand tu avais déjà vécu la moitié de ta vie, enfin sur le papier, qu'à un moment donné, tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à perdre, qu'il faut vraiment profiter. Alors, plus jeune, c'est plus compliqué parce qu'il y a toujours, comme Corinne le disait, le poids de la famille. Tout à fait. Même sans que la famille elle mette un poids spécialement, mais le poids de la société, de soi-même, on ne s'autorise pas, on se dit mais non, je ne peux pas, mon fils n'a pas ci, mon fils n'a pas ça. Et puis à un moment donné, c'est tellement fort en nous. Moi, je sais que mon envie d'entreprendre était tellement forte que je ne pouvais plus la taire en fait. Je tombais, j'étais littéralement en train de tomber malade dans le salariat, alors que j'avais tout, comme salarié, j'avais tout. J'étais sur un secteur qui me plaisait, la beauté, ça m'a toujours parlé. Plus la beauté. Exactement. Responsable commercial. Plus de 15 ans, c'est ça? Plus de 15 ans, responsable commercial dans un laboratoire familial. Enfin, j'avais de très bonnes conditions de travail, mais l'envie d'entreprendre me rongeait intérieurement. Et ça me rendait... À la fin, j'étais malade. Est-ce que c'est parce que tu es arrivé justement à ce point de non-retour, un petit peu à sentir que intérieurement ça tronche, que tu as décidé de passer... Exactement. Je me suis dit là, tu ne peux plus. Et l'âge aidant, comme je disais, l'âge aidant, à un âge, tu te dis, mais si je ne le fais pas maintenant, je fais ça quand? Et puis tu te dis, et puis tant pis, ça marche pas. Mais on y va. On essaie. On essaye. Si je ne sais pas maintenant, je vais essayer quand? Et tu avais envie d'entreprendre en Guadeloupe. Pourquoi en Guadeloupe? En Guadeloupe, parce que, en fait, moi, je voulais entreprendre et je me disais que entreprendre, pour moi, c'était qualité de vie. Ouais. Ça rimait absolument avec ça. Ça rimait avec ça. Alors, avec la qualité de vie. Et quand j'ai réfléchi, la qualité de vie, c'était soit l'Afrique ou la Guadeloupe. J'ai dit, bon, ma cocotte, déjà, tu te lances dans un truc, tu ne sais pas trop comment. Si tu te remets l'Afrique, même si tu aimes, même si tout, mais tu n'as pas d'attache. J'ai pas d'attache familiale. Je suis la seule fille de ma mère. J'ai dit, de toute façon, à un moment donné, il va falloir rentrer.
Parce qu'il va falloir aller t'occuper de ta maman. On a de ça dans les sentiers. Oui, c'est là, quand ma mère, elle va commencer à ne plus pouvoir se gérer toute seule, même si elle est mariée, elle a tout, mais elle pourra se gérer. Il faudra de toute façon que tu y ailles. Que je le veuille ou pas, il faudra que tous les critères réunis. Je me suis dit, bon, la Guadeloupe, qualité de vie en venant, en appréciant, parce que je voyais à chaque fois. Alors moi, je suis partie, j'ai vécu pendant 24 ans hors de Guadeloupe, mais sur les 24 ans, je crois qu'il y a peut-être 2 ans que je ne suis pas venue chaque année. Ah. Mais en même temps, j'étais attachée à ma terre, j'étais attachée à chez moi. Et je me suis dit, voilà, ben écoute, entreprends là-bas, tu auras la qualité de vie que tu veux et tu vas vivre la vie que tu souhaites vivre. Et pour moi, c'était le plus important. C'était le plus important. Et tu es rentrée? Pas simple, hein. Pas simple. Parce que j'ai laissé mon fils derrière moi. Tu sais, d'habitude, c'est les enfants qui partent, c'est pas les parents. Alors mon fils, on avait une relation, mais fusionnelle, fusion de chez fusion. Du jour au lendemain, à ses 18 ans, je l'ai prévenu et tout. 18 ans, je lui ai dit, tu sais quoi, tu as 18 ans, moi je pars. Tu restes, moi je pars. Tu restes, je pars. Il devait faire ses études. En même temps, bon, la vie m'a donné raison parce qu'il est parti, il est même plus sur Paris, il est à Nantes. Donc même si j'étais restée, je l'aurais pas plus vu qu'aujourd'hui. Donc, ouais, parti, pas simple, mais en me disant, sachant que de toute façon, je prenais la bonne décision. Tu le sentais intérieurement? Intérieurement, je savais que je prenais la bonne décision pour moi en tant que femme et pour moi aussi en tant que maman. Parce que d'avoir ta maman tous les jours, tu vois que ta maman n'est pas bien quand tu es un adolescent, c'est difficile aussi. L'image, je me suis dit à un moment donné, mais l'image que je renvoie de la femme, que même entre le discours que je tiens pour mon fils, ouais, les femmes, machin, et la façon que je suis en train de lui renvoyer. C'est un peu encore ce que disait Corinne, à un moment, on trouve qu'on n'est plus aligné avec... c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes vraiment emplis de peur, alors qu'on sait très bien que les peurs, sur 100% de peurs, il y en a 97 qui ne se réalisent pas. Mais toujours est-il qu'on est emplis de peur du qu'en dira-t-on, on veut rentrer dans des normes, etc. Et puis en fait, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est bien quand on prend de l'âge, je ne vais pas dire quand on vieillit, parce que... Je m'appelle Corinne et les Corinne ne vieillissent pas. Ça veut dire éternellement jeune. Et les Rebecca non plus. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'avec la maturité, disons, la peur change de camp. C'est-à-dire, on n'a plus peur du qu'en dira-t-on, de qu'est-ce qui va se passer, si je lâche ci, est-ce que je peux. On commence à se dire, on commence à avoir cette peur-ci. Si je ne fais pas, la peur je vais avoir des regrets. Ah, super. Et cette peur devient la peur, la première peur. Et là, on se dit, mais là, j'ai plus le choix. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Il faut que je le fasse parce que je ne veux pas avoir de regrets. Et moi, j'avais une amie, parce que j'ai des amis, quand je dis amis, c'est vraiment amis. J'ai des amis de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai des amis de 85 ans. Pour moi, l'âge n'a aucune importance. J'avais une amie qui avait 80 ans, qui était emplie de regrets. C'était incroyable de voir cette femme qui, à chaque fois, donc, radotait un peu. Son passé. Et me dit, radotait son passé. Mon Dieu, j'aurais dû prendre cette décision à 36 ans. Il n'y a rien de plus... J'aurais pu faire ça. Et moi, je la regardais et j'étais quasiment tétanisée à l'idée de devenir cette personne-là avec des regrets en se disant et si. Donc là, je me dis non, j'y vais, je fais et puis bon, mais il n'y aura pas de regrets. Ça, c'est clair. Je sais pourquoi je prends cette décision, je sais pourquoi je m'engage dans telle ou telle voie. Et après, quand on s'engage dans une voie, même quand c'est difficile, il suffit de se rappeler pourquoi on l'a commencé. Mon Dieu. Pourquoi on est entré dans cette voie. Quand on a son pourquoi en ligne de mire, tout s'appelle. Le comment Le comment ne compte plus. Alors là, je ne supporte pas ce mot-là, comment. Le comment ne compte plus. Il vient bien après. Le pourquoi est le plus important. Pourquoi j'ai commencé, je suis entrée dans cette voie et là, tout de suite, ça vous remet d'attaque et ça vous encourage et vous savez que oui, vous avez fait le bon choix. Rebecca, tu es d'accord avec ça? Ah, tout à fait. Pour moi, tu es rentrée en Guadeloupe, tu n'as pas de regret d'être rentrée? Pas du tout. Aujourd'hui, tu évolues comment? Alors aujourd'hui, mon évolution, elle est, en fait, je m'épanouis. En fait, au départ, tu sais, moi, comme je disais, ma qualité de vie, c'était très important. C'est très important pour moi. Mais c'était, si tu veux, c'était la Guadeloupe dans ma tête qui faisait que j'étais bien. Aujourd'hui, je pourrais aller vivre partout, je serai aussi bien. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu viens de dire. Parce que le pourquoi je suis rentrée, le pourquoi j'entreprends est tellement plus important que le lieu, que le comment. Tous les jours, en plus, moi, dans ma façon d'entreprendre, le comment, je ne le maîtrise pas. J'ai pas de maîtrise sur le comment, j'ai pas de maîtrise sur le... J'ai pas de maîtrise. Et le fait de... C'est pas grave. Je me dis, mais pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu es là? Parce que tu es là et tu es en action, mais le reste va suivre.
Je combre pas, mais j'ai décidé de ne pas encombrer mon esprit avec ce que je ne gère pas. Ce que je gère, c'est pourquoi je vais commencer, comment je vais arriver à mon but final. J'ai pas de prise là-dessus. J'ai pas de prise. Aujourd'hui, tu évolues dans le conseil en image, on peut dire ça. Tu accompagnes, tu conseilles les femmes. Tu as à cœur de transmettre et de partager. Exactement, à cœur de transmettre et de partager le conseil en image. Et via le conseil en image aussi, j'évolue dans le secteur du bien-être, où j'aide aussi des femmes à prendre leur vie en main aussi. Également par le conseil en image aussi, c'est la même chose, à les accompagner à prendre leur vie en main, à justement, quand tu parlais de toutes les peurs, de se dire, oui, il y a des peurs qui... Souvent, nos peurs, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, de toute façon, on ne les maîtrise pas. Si on se laisse paralyser par elles, on passe à côté de tellement de belles choses. Et les belles choses, c'est pas des choses extraordinaires qu'on peut penser, mais c'est des choses de la vie de tous les jours. Tous les jours, juste décider tout simplement de se dire, oui, j'ai toujours voulu faire ça, ben je le fais. Et le faire ça, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, c'est ouvrir sa petite entreprise, c'est pas de faire un truc extraordinaire, je vais faire un super voyage, je vais faire le tour du monde, peut-être juste à la Marie-Galante. Hein. Mais pourquoi juste pas? Parce que tu l'as décidé. Tu le fais. Tu le fais. Toi aussi, hein, Corinne, on peut dire que tu as à cœur de transmettre et de partager. Et toi, tu le fais justement avec l'écriture, ton Avec don. l'écriture. Je fais ça avec l'écriture parce qu'en fait, je suis romancière. Je commence un roman avec tout et n'importe quoi. Peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui là va être le début d'un roman. Ah, je vais bien être voilà, le personnage de ton roman. Je pars avec... Je vous donne un exemple. Le roman que j'écris actuellement. J'étais partie à Genève voir ma sœur et au retour, j'ai loupé le train. Donc, dans la journée, j'ai eu 3 fois l'occasion de vérifier mon billet. Et ma mère me disait, Coco, vérifie ton billet. Mais non, tout va bien. Ma mère aussi. Donc, je me rends compte que j'ai loupé le train. Donc, je pars paniquer parce que le lendemain, j'avais mon vol pour la Guadeloupe. J'arrive dans le train énervé parce que je me dis, oh là là, en plus, vous imaginez le train Paris-Genève, plein de bonnes gens, bien propres sur soi. Et puis, on va dire, celle-là, elle est venue frauder. Et puis, voilà, et quand le contrôleur est venu et que je lui ai expliqué, et il me dit 200 € d'amende. Mais j'étais outrée parce que c'était plus que ce que j'avais payé pour l'aller et le retour. J'avais pas le choix, j'ai fait mon obola à la NCTF. Et là, j'étais furieuse, mais j'adore le trajet Paris-Genève parce que les paysages sont magnifiques. Donc, à un moment, je me suis dit, tu as le choix. Ou tu continues à bougonner pendant 3h30 jusqu'à Paris, ou tu appliques ce que tu enseignes aux gens, et tu profites de ton paysage. Tu relativises. Tu relativises. Et tu lâches prise sur ce qui n'est plus, que tu ne peux plus contrôler. J'ai plus pris, c'est fait. Exactement. Et là, je vois un couple à côté de moi, des personnes âgées, très âgées. Je vois le monsieur qui se lève, qui vient poser sa jambe sur le siège. Et sans un mot, la mamie qui fait 3 petits pas, qui vient, qui se penche et qui lui lasse sa chaussure. Donc, elle va se rasseoir. Il s'assied, il se regarde dans les yeux, il pose la main l'un sur l'autre et c'est la plus belle image d'amour je suis rentrée dedans, jamais vue de ma vie. J'étais fascinée. Et du coup, j'ai sorti mon ordinateur parce que je me suis dit, comment arrive-t-on à cet âge-là à avoir un tel acte d'amour qui ne ressemble pas à de la soumission, qui soit juste de l'amour. Donc, je suis partie sur un livre. Et c'est le prochain? Et c'est le prochain. Donc, mes romans parlent vraiment, ça part de tout, mais il y a toujours une intention. C'est-à-dire que je suis une romancière avec une intention. J'ai toujours un message au moment de commencer mon roman. Et le grand bonheur, c'est quand pendant les séances de dédicace, je rencontre mes lecteurs et que le message a été... De transmettre une intention. Qu'est-ce que tu appelles l'intention? C'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot, avoir l'intention, mettre de l'intention dans tout ce qu'on dit maintenant. Quelle serait la définition d'intention pour toi? Alors, la définition de l'intention serait, si je prends mon dernier livre publié, Un rayon de soleil entre nos vies, je suis partie sur l'écriture de ce livre parce que j'ai lu une phrase qui disait que les enfants trisomiques dans nos sociétés occidentales, l'annonce de l'arrivée d'un enfant est mal prise, est source d'angoisse, source de peur. Alors que la même annonce de l'arrivée d'un enfant trisomique dans certaines tribus d'Amérique latine est source de bonheur, source de joie, parce qu'ils considèrent ces enfants comme une passerelle entre les hommes et les dieux. Et je me suis dit, les demi-dieux. Factuellement, l'annonce est la même. L'annonce de l'arrivée d'un enfant différent. Et la perception qu'on va en avoir va changer la vie de tous les protagonistes. Donc mon intention en écrivant ce livre, ça a été vraiment de dire aux gens, ce ne sont pas les fêtes
qui importe. C'est votre interprétation Tout à et la fait. perception Comment? que vous en super. avez. C'était l'intention que je lançais en commençant ce livre-là. Ok. Donc on peut dire que tu mets des mots sur des mots, hein, quelque part. Oui, on me le dit beaucoup en dédicace. Mes lectrices me le disent souvent. Et d'ailleurs, parfois, elles me disent que le livre leur a apporté un bien-être qui, moi, me dépasse. Hein. Je dis, moi, j'ai mon intention, mais parfois, c'est reçu bien au-delà de mon intention. Et ça, pour un auteur, c'est fascinant. Vous savez, quand on dit qu'un écrivain, lui, il écrit le livre, ensuite, le lecteur en fait ce qui se l'approprie, c'est réellement ça. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, grâce à votre livre, j'ai pu évoluer de telle manière, j'ai pu résoudre tel problème. Je dis, ah bon? Ça vient de moi, tout ça? C'est vraiment surprenant. Et ça valide un peu ta mission. Ah, complètement. Complètement. Ah, c'est bien. Rebecca, toi aussi, hein, tu aides d'une certaine façon, même pas d'une certaine façon, tu accompagnes les femmes, tu disais, à reprendre confiance en elles, à se réapproprier leur image. Parce que pour toi, la beauté est aussi intérieure qu'extérieure. Pour moi, la première beauté, elle est intérieure. C'est parce qu'intérieurement, tu es une belle personne que tu rayonnes. Et souvent, on s'arrête à l'aspect extérieur, qui on est. C'est pour ça que je dis, lié à mon métier de conseiller en image, parce que les gens s'arrêtent à l'image en me disant « Oh, comment tu trouves? Je suis bien habillée aujourd'hui, ça va ?» Moi, je lui dis « Mais tu sais, c'est mon métier, c'est pas ça. » Ah bon? Je lui dis « Bah oui, personne ne marche nu. » Puis ça interpelle, je lui dis « Mais personne ne marche nu, donc t'imagines bien qu'on me paye pas juste pour mettre un vêtement sur les gens. » Tout à fait. On me paye pour que tu sais qui tu es intérieurement, ce que tu as envie que les autres qui voient. Perçoivent. Ils perçoivent de toi. L'image que toi-même tu as envie de donner de toi, tu vas me payer pour que je puisse t'aider à trouver ça et que tu puisses révéler ça à travers tes vêtements, mais à travers ton attitude, à travers ta posture, à travers ton maquillage, à travers ta coiffure. Ça va être ce message-là que tu vas donner. Mais tu soignes aussi des mots, on peut dire ça. D'une certaine façon, oui, parce que souvent, quand quelqu'un vient te voir, que la personne, elle est pas en adéquation avec qui elle est, enfin, ce qu'elle renvoie d'elle, c'est qu'il y a des blessures derrière. Un manque de confiance en soi, l'estime aussi parfois. Ça part du manque de confiance, d'estime, et c'est aussi, souvent ça vient de ruptures, d'accidents de la vie, de choses qu'on ne s'attendait pas ou de périodes de la vie et de caps qu'on a du mal à passer. Ça vient ça vient d'une blessure en quelque part. Donc de cette blessure-là, c'est comment aider l'autre à, comme on disait tout à l'heure, c'est son pourquoi, c'est qu'elle a un pourquoi, ce qui lui est arrivé, mais elle ne maîtrise pas la suite, elle ne maîtrise pas tout ce qui est fait, surtout quand il y a d'autres protagonistes, tu ne maîtrises pas tout ça. C'est comment ce que toi tu maîtrises, mais comment tu exploites au mieux pour que toi tu puisses aller bien. Est-ce que pour faire ce métier-là, tu as eu besoin, toi, de te sentir bien, c'est important, oui. Ça. Alors moi j'ai fait une formation d'1 an, j'ai été certifiée, donc j'ai un diplôme, et avant de commencer, la première personne que tu conseilles, c'est toi-même. Si tu veux, j'ai commencé mon métier en l'exerçant sur moi. Ouais. Donc en sachant, ça bouscule au début, tu sais, ça bouscule des choses surtout. Alors se l'appliquer à soi-même. Seule antillaise de toute l'école. Donc tu arrives déjà, toi, dans ta tête, tu es déjà tellement zaillé par rapport aux autres parce que tu mets de la couleur, tu mets du rouge à lèvres, du vert, t'arrives plus. Et puis là, mais au début, je me suis dit, mais non, mais ça va être trop facile. Qu'est-ce qu'il faut t'apprendre? Ouais. La meuf maîtrise. Maîtrise. Eh ben non. Quand tu commences à comprendre que tout l'extérieur, là, non, cocotte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est ce que tu es là intérieurement. C'est qu'est-ce que tu as vraiment envie qu'on perçoive de toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire briller chez toi, j'ai envie de dire. Je dis ça, de faire briller chez toi, parce qu'on peut tous faire briller plein de choses. Mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment, de mon essence, qu'est-ce que j'ai envie que... quand on me voit, que ça soit la première chose, ou quand même quand je vais le dire, la première chose que les gens y perçoivent, c'est plus... un sentiment qu'un aspect extérieur de dire tout le monde apprécie, t'as une belle robe, t'as de belles chaussures, mais est-ce que c'est ce que t'as envie toute ta vie qu'on dise de toi, ou t'as envie qu'on te dise mon Dieu, mais quand je te vois, mais je sens que t'es quelqu'un, t'es très profonde, t'es inspirante, quand je t'entends parler, tu m'as donné envie de me dépasser, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, tu m'as donné envie de me dépasser. Est-ce que ça dépend de ce qu'on a envie, et mon métier c'est d'aider les gens justement à aller vers ça. Aller vers ça. Ça me parle vraiment ce qu'elle dit. Je sais que ça te parle, Corinne. Ça me parle vraiment à plusieurs niveaux. C'est vrai que quand on parle de beauté, il nous est tout arrivé de tomber sur, par exemple, soit une vieille femme qu'on connaît, soit une image de vieille femme. Et quand on dit que la beauté intérieure se reflète à l'extérieur, il est évident que cette femme, elle est bonté et que toute sa vie a été bonté. Ça se reflète dans chacune de ses ridules.
On tombe comme ça sur des images, on le sent, on le ressent. Et effectivement, la beauté de cette femme n'a plus rien à voir avec une beauté classique. C'est juste son cœur qu'elle nous offre et elle nous l'offre joliment. Deuxième chose, mes 3 premiers livres étaient sur l'estime de soi des femmes rondes. Et c'est vrai que livre, d'ailleurs, 15 kilos. Le premier livre, 15 kilos, je l'ai écrit. D'ailleurs, 15 kilos, c'était pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la course au régime pendant 30 ans. Je suis une spécialiste imbattable. Ah ouais, je suis naturelle, imbattable, complètement. Voilà, ah ben d'accord. Et 15 kilos, pourquoi je l'avais écrit? Parce que je venais de perdre 15 kilos. J'étais vachement contente, je rentrais dans une robe nanana. Et je tombe sur une femme qui a fasciné toute une assemblée, qui était ronde, qui était magnifique, qui était sûre d'elle, et qui a fasciné littéralement 200 personnes. Et cette femme, c'était moi, quand j'avais mes 15 kilos. Elle avait la même taille que moi, elle avait les mêmes formes que moi. C'était exactement moi avant mon régime. Et je me retrouvais là, à être fascinée par cette femme qui était moi il y a quelques mois. C'est-à-dire que j'avais tout fait pour ne plus être cette femme. Et j'étais fascinée par la même. Et l'univers t'envoyait quelqu'un, en fait. Et ça a été vraiment le déclic pour me faire comprendre que le problème, c'était pas le poids, finalement. C'était pas le poids. C'était des blessures que j'avais à soigner et que je devais régler pour enfin m'accepter. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas l'estime de soi, c'est pas la façon dont on s'habille. Non, parce que on peut pas se dissimuler longtemps. Non. On peut pas se cacher. On peut avoir les plus beaux atours. On ne peut pas se dissimuler longtemps. Ce qu'on est à l'intérieur, les fractures qui sont en nous, elles rejaillissent toujours. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Surtout, moi je dis surtout quand on veut entreprendre. Quand on veut entreprendre, mais les autres, on les attire à nous. Oui. Donc, après, c'est sûr. Alors, moi, je prends soin de moi. Ça n'empêche pas que je prends soin de moi. Mais c'est parce qu'avant tout, les personnes, elles vont venir parce que pour qui je suis intérieurement, exactement. Qui j'ai, tu dégages, parce que je dégage, elles ont envie de se dire, ben moi cette personne-là, j'ai envie de la connaître. Oui. J'ai envie de la connaître, j'ai envie de savoir ce qu'elle fait. Et ça n'empêche pas. Moi, je pense que les deux, parce que ce qui m'embête aussi quand on parle beauté, c'est qu'en fait, on parle vraiment que de cet aspect extérieur, que de cet aspect extérieur, en oubliant qu'il faut prendre soin de son intérieur. Il faut soigner, exactement. Avant tout, il faut soigner son intérieur. Et c'est pas en opposition. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Et c'est parce qu'on fait les deux le résultat est encore plus durable aussi, peut-être. Durable dans le temps. Et c'est tant mieux parce qu'il y a une évolution dans ce sens maintenant. Hein. Ah oui. Maintenant, il y a une véritable évolution dans ce sens. Les gens comprennent, les femmes, les hommes comprennent de plus en plus que si ils ne travaillent pas à l'intérieur, ils vont pas loin. Ils vont pas loin. C'est indispensable. C'est vraiment, c'est le plus important en fait. C'est le plus important. On a mis du temps à y arriver, mais je pense qu'il y a une véritable évolution dedans et que les gens, les jeunes, les moins jeunes, comprennent de plus en plus qu'il faut cultiver l'intérieur pour voir les belles fleurs à l'extérieur. Oui. Est-ce que si je vous dis que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, est-ce que ça vous parle, ça, cette notion de mission, avoir une mission, que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice? Pierre qui parle du colibri, avec son association Colibri, j'aime beaucoup ce qu'il dit, parce qu'il dit chacun fait sa part et chacun remplit sa mission. C'est vrai que avec la maturité aussi, on se pose ces questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis en vie? Pourquoi est-ce que je suis née? Où suis-je? Où vais-je? Comme dirait Shakespeare. Mais en fait, à un moment, on comprend vraiment quelle est sa mission et on y entre. Et c'est absolument indispensable. Sinon, en fait, on a une vie de vacuité, on a une vie vide. Et si on ne trouve pas sa mission, parce que je pense vraiment que nous sommes là pour offrir aux autres qui nous sommes et notre mission. C'est pour ça que nous sommes sur Terre. Celui qui donne et celui qui reçoit le plus. C'est celui qui reçoit. Donc, il est hyper important de trouver sa mission et de l'embrasser. Et de l'embrasser. Sinon, comment tu veux grandir? C'est pas possible. Tu vas te retrouver à 90 ans. Tu auras 90 ans sur le papier. Encore ses regrets. Encore des regrets. Et tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien à faire. Tu n'auras rien à faire. Ouais. Rebecca, je sais que ça te parle. Exactement. Je pense que chacun, on a une mission de vie. On ne la trouve pas toujours au bon moment, ou on n'écoute pas. On ne l'écoute pas des fois, mais vraiment chacun. Est-ce qu'il y a un bon moment aussi finalement? Ben, je pense que le bon moment, c'est quand soi-même on va bien. Quand soi-même on va bien, quand soi-même on n'a plus grand chose, parce qu'on n'a plus grand chose à régler avec le monde. Et ben là, à ce moment-là, ben, sa mission de vie, on la trouve, parce que personne n'est
Je crois que vraiment que personne n'est là pour être là. On n'est pas là pour être là juste pour vivre. Allez, vas-y, je vis, je profite, et puis après, c'est fini, ce qui advienne que pourra. On est là parce qu'on a vraiment quelque chose à apporter. Alors, souvent, quand on parle de mission de vie, on pense toujours à des choses extraordinaires. C'est vrai. On pense toujours à, oh mon Dieu, il faut que je quitte tout, que je trouve. Il faut que j'aille aider le petit village inconnu ou la petite ville. Non, sa mission de vie, c'est tout simplement peut-être de vivre en paix avec ses voisins qui sont juste à côté de nous. Sa mission de vie, c'est quelque chose... En fait, ça doit partir de soi, de son intérieur, de qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter au monde. Et tu disais aussi qu'on peut commencer déjà par soi. Tu aimes beaucoup cette idée de cité, ma cité, m'investir dans ma cité. Exactement, investissement dans sa cité, commencer par soi, dans sa vie, dans sa ville. Qu'est-ce que je peux apporter, tout simplement? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place en commençant par moi, sans me dire « Ah, mais non, mais moi je fais ça, mais ça sert à rien. » Oui, mais c'est grain de riz qui a fait ça que riz. Même si aujourd'hui, mon grain de riz ne va pas plus loin que le pâté de maison où je vis. Mais au moins, j'ai mis mon grain. Et que qui sait peut-être que pas de mon vivant ou d'après, peu importe, ou quelqu'un d'autre va se dire « Ah, ben elle a fait ça. » Alors moi, j'ai un exemple par rapport à sa mission. C'est pas vraiment la mission de vie, mais moi, là où j'habite, je suis en rez-de-jardin et puis beaucoup de mes voisins, quand je suis arrivée, n'aménageaient pas leur jardin. Parce qu'ils considéraient que c'était pas chez eux, parce que c'est de la location. Mais moi, je suis arrivée, moi, c'était capital pour moi. Moi, c'était ma seule exigence, je veux un petit jardin. Je venais d'un immeuble parisien, haussmannien, tout. J'ai dit non, alors là, moi, je veux petit jardin. Voilà. J'ai aménagé le jardin. Et ben, de mon petit jardin aménagé, et ben, ils ont tout cassé là, les jardins. Mais exactement, ils ont tous aménagé. Tout le monde aménage. Ça. Et ben, je me suis dit, ben, ça, c'était pas ma mission de vie, mais j'étais super contente. Et au final, ben, c'est très joli parce que tous on a de belles vues de chez nous, ceux qui sont au-dessus du jeu. Bref, et puis ça fait beau. Et puis tout le monde est content et les enfants, tout le monde profite. Ben, c'est ça, en fait, c'est pour illustrer, c'est vraiment ta mission de vie, c'est peut-être pas d'aller traverser l'Antarctique, d'aller en Sibérie, d'aller sauver les éléphants du machin, c'est peut-être juste à côté de chez toi, d'aider des gens, de contribuer à côté. Contribuer à l'extérieur, c'est important aussi, hein, parce que ça veut pas dire que je contribue pas à l'extérieur, mais je contribue aussi là où je vis, j'habite. Ben justement, parlons de contribuer à l'extérieur, encore un point en commun que vous avez, mesdames, parce que je disais en début d'émission que vous êtes des femmes engagées, vous avez à cœur les actions sociales et de terrain aussi. Je vais quand même vous laisser toutes les deux parler de ça. Tu as un projet de cœur. Oui, parce que donc le Bénin, l'association. Exactement, une association. Parce qu'en fait, mon père, il avait vraiment à cœur d'aider les élèves, les collégiens, les lycéens de son village, je dirais même du département dont il était issu. Il aimait aider les écoles et il ne supportait en fait pas l'idée qu'un enfant avec du potentiel ne puisse pas réussir. Ça lui était insupportable. Donc, il aidait des inconnus et les gens le savaient. Donc, il y avait des queues devant la maison le week-end. Dès 4 heures du matin, des gens qui venaient tel moment parce que mon fils aimerait continuer, je ne peux pas, etc. Donc, nous, on a grandi avec ça. Et à son décès, mon frère et moi, on s'était dit, c'est incroyable que l'action de papa ne soit pas s'arrête là. Tout à fait. Et à l'époque, on s'est dit, écoute, nous, on n'a ni les moyens, ni les amis de papa, donc on ne peut pas. Voilà, on s'était dit, parce qu'on pensait qu'il fallait faire quelque chose d'énorme. Encore ce que Rebecca disait. Donc, tout à fait. on a dit. Et puis, il y a quelques années, cette idée m'est revenue et je me suis dit, je ne suis pas mon père, j'ai peut-être pas ses moyens ni ses amis, mais je ferai ma part. Et donc, voilà. Et donc, j'ai ce projet de faire un peu comme lui au Bénin, mais comme il faut commencer par quelque part, je vais commencer par ma région natale, c'est-à-dire le Mono, le village Grand Popo, et faire comme lui, c'est-à-dire aider vraiment à l'éducation. Aider, par exemple, des enfants. Il y a des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas aller à l'école parce que leur maman a besoin qu'ils aillent vendre du piment ou du maïs au marché. Ouais. Mais ces mamans, si on leur propose, voilà, combien est-ce que cet enfant vous ramène par mois avec cette activité de vente? La maman va dire 25 €. OK, on vous donne 30 € et vous laissez l'enfant aller à l'école. Wow, super ça. Ça, c'est des choses que mon père avait fait et qui fonctionnaient très bien. Ce ne sont pas des coûts énormes, ce sont des actions
concrètes et très concrètes. C'est-à-dire, il y a une école où il y a pas de banc, il n'y a pas de latrine. On va aider. Le but, c'est vraiment d'avoir des actions très concrètes pour aider les élèves et les écoles, des petits résultats immédiats, mais qui, bout à bout, super. Voilà, vont vraiment montrer notre contribution. Donc, je lance cette association actuellement. C'est un projet de cœur et on peut dire que ce sera ça, l'écriture et... Ce sera l'écriture et ça. Voilà, je pense que là, dans les années à venir, c'est vrai que moi, je change très vite, mais l'écriture et cette association, je crois que ça, c'est définitif parce que c'est pas une passion du jour, ce sont des choses vraiment qui m'importent, dont j'ai besoin pour vivre, parce que j'ai vraiment constaté là au dernier voyage au Bénin, je le savais déjà, mais concrètement, celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Et les enfants, quand vous leur donnez, mais alors là, vous avez gagné au loto, quoi. Je vous assure, ce qu'ils vous renvoient, mais ça vous fait vivre pour longtemps, vraiment. Rebecca, je sais pourquoi tu souris, mais moi, dis-nous tout. C'est que moi, en fait, ça fait 1 an que je suis ambassadrice dans une association qui aide des enfants au Malawi. Alors, Malawi, pays que je n'ai pas visité. Et... pourquoi j'ai commencé, pourquoi au départ, je voulais vraiment, parce que moi j'ai toujours aidé, ça a toujours fait partie de l'envie, de mon ADN. Et là, cette association, je l'ai choisie, ça correspond aussi aux critères que tu as donnés, c'était que il me promettait sur le papier qu'il voulait vraiment rompre le cercle de la pauvreté pour aider les enfants, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est instruit, c'est quelqu'un qu'on sort en quelque part de la pauvreté. De la condition, parce qu'il peut au moins, après, il peut au moins s'élever, changer de vie. Puis transmettre aussi, partager. Exactement. Donc, en fait, l'association que je soutiens, elle aide en fait les enfants à aller à l'école. Enfin, elles ont mis au point un sac, ça s'appelle un sac alimentaire, c'est comme un porridge, qui permet aux enfants d'être nourris à l'école. Et comme les enfants sont nourris à l'école, les parents envoient les enfants parce que c'est gratuit. Donc les enfants viennent à l'école, ils mangent. Donc le parent sait que son enfant va faire un repas. Donc les parents l'envoient à l'école, et ce qui permet à l'enfant d'apprendre. Et justement, ils construisent des écoles, des puits. Et ce qu'ils ont fait aussi sur le Malawi, c'est en se disant, avant, c'était fabriqué, les sacs étaient fabriqués ailleurs. Mais là, ils ont été plus loin. Au Malawi, ils ont construit carrément une usine localement. Donc, des enfants qu'ils ont eu l'occasion de nourrir. Maintenant, ils sont 400 dans l'usine. Ils travaillent, ils fabriquent les sacs de nourriture qu'on mélange au repas. Et ils fabriquent ça sur place. Et ce qui fait que les enfants, ça permet aux enfants d'aller à l'école, des familles aussi de travailler. Construction de puits. Ils sont en train de faire aussi, ils ont mis en place aussi sur place carrément l'agriculture responsable, où ils cultivent sur place. Donc moi, tout ça, au départ, ça m'a touchée. Je me suis investie à fond sans me poser de questions, parce qu'en plus, moi, ce qui m'embêtait à chaque fois que quand tu t'investis, c'est que tu ne sais pas au final, est-ce que tout va aux gens. Là, je savais que pas de retour. Là, je savais que le retour était vraiment local, qu'ils avaient ça, et on a des rapports, on a tout tous les jours, et c'est vraiment à la portée, c'est à la portée de tous de pouvoir aider ces enfants-là et de les voir. Et comme tu dis, quand on voit, moi, on reçoit des photos, on a des films, tu vois les enfants, mais qui sont souriants, qui sont super, qui sont heureux de pouvoir aller à l'école, d'apprendre. Et et quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire comme métier, quand tu entends les métiers, tu te dis oui. Oui, c'est possible. Et certains d'entre eux, parce que c'est depuis, ça fait plus d'une dizaine d'années que l'association existe, qu'ils ont mis ça en place. Qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont fait des études universitaires, ça touche énormément. Et le sac, en fait, que je parle de nourriture, l'UNICEF, il y a seulement, eux, depuis 92, ils ont mis ce sac-là au point. Et l'UNICEF, c'est seulement depuis 2005-2006, je crois, qu'ils l'ont mis au point. Donc, en fait, en plus, avant-gardiste sur le côté d'aide. Encore la créativité, c'est ça. On en parlait. L'émission arrive à ça, vous vous rendez compte? Mon Dieu. Déjà Oui, déjà ça fait. J'ai des petites questions pour vous, il ne nous reste plus qu'une minute. Choisissez un nombre entre 1 et 4, mesdames. 2. 2 pour toi. 4. Waouh. Alors, rapidement, 2 pour Corinne. Corinne, très rapidement. On l'a déjà dit, une cause humanitaire peut-être qui te tient à cœur. Cette association pour l'éducation et rompre la pauvreté pour ces enfants-là et leur ouvrir un nouvel avenir. Ouais, voilà. C'est vraiment ça pour toi. Super. Rebecca, tu es plutôt spiritualité, religion, les deux? Alors, plutôt spiritualité. Parce que je pense que
Pour moi, la religion peut enfermer. Ça dépend des individus, mais la religion peut t'enfermer dans un seul mode de pensée. Alors que quand tu es quelqu'un de spirituel, tu as cette ouverture d'esprit de t'élever beaucoup plus haut. Et de ne pas t'arrêter, simplement de ne pas penser, même si tu l'as, tu peux l'avoir, hein, même si tu peux avoir la vérité, tu peux détenir la vérité, mais tu as l'ouverture d'esprit qui te permet d'aller vers les autres. Moi, c'est ce qui me dérange en général dans la religion, c'est qu'on est tellement persuadé qu'on détient la vérité qu'en fait, on ne prend pas le temps de vraiment d'écouter les autres. Et on cherche seulement à convaincre, parce qu'on est sûr qu'on a la vérité, mais on n'est plus dans l'écoute de l'autre, de savoir qu'est-ce que l'autre peut m'apporter en tant qu'être humain. On oublie l'être humain, on ne pense plus qu'à la religion. Donc moi, c'est vrai que je dirais plus un côté spirituel, plus dans la spiritualité, parce que je crois vraiment en Dieu, je crois vraiment que je crois pas au hasard. Mais la religion, c'est ça. Enfin, bon, et puis d'un point de vue revendicatif, de toute façon, dans les religions, il n'y a que des hommes qui dirigent, donc ça me pose un problème. Je savais que tu allais nous dire ça comme ça. Et c'est dommage que nous arrivions à la fin parce que je suis sûre que Corinne, ce serait un plaisir de rebondir parce que je sais que pour toi aussi, la foi c'est important. Et tu es très spirituelle. Je le sais. Mesdames, est-ce que vous avez passé un excellent moment avec moi? Parce que je dis excellent parce que moi j'ai passé un excellent moment avec vous sur ce plateau. Ben, je pense que nos sourires parlent pour nous. On a passé un très beau moment, trop court. Mais très bon. Mais merci pour cette invitation. Merci pour cette belle rencontre parce que oui, c'était très belle. J'avais pas menti, il y avait des points communs. Carrément. Je pense que si on avait continué à parler, qu'on aurait mais bien sûr. En tout cas, c'était un véritable plaisir. J'espère que vous également, chers téléspectateurs, vous avez pris plaisir à partager ce moment avec nous. Voilà, l'émission arrive déjà à sa fin. Nous vous embrassons. Vous vous joignez à moi pour faire des bisous aux téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et voilà. À très bientôt. Nous vous souhaitons un excellent week-end et on se retrouve donc la semaine prochaine pour nos 2 rendez-vous hebdomadaires, mardi avec le clin d'œil événement et vendredi secret de femmes. À très bientôt.